Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Livre La Guzla, de Prosper Mérimée. Par Vojislav Mat-Jovanović. Préface. Dans ce volume, dont j'ai grand plaisir à être l'introducteur auprès du public, l'auteur, M. Jovanović, un écrivain serbe qui s'est établi en France depuis plusieurs années pour étudier de plus près son sujet, a consigné le résultat de ses recherches sur la Guzla de Mérimée. Ce volume lui a valu le titre de docteur, conféré par l'Université de Grenoble, et les éloges qui lui ont été donnés, à cette occasion, par les membres du jury, m'autorisent à dire que rarement diplôme de docteur a été plus brillamment conquis par un écrivain étranger. Que vaut la Guzla? Quelle place doit-elle occuper dans l'œuvre de Mérimée et dans la production littéraire de son temps? Appartient-elle au romantisme? Est-ce une traduction ou un pastiche? Jusqu'à quel point nous laisse-t-elle entrevoir le génie poétique des peuples slaves de la péninsule balkanique? Jusqu'à quel point devons-nous la considérer comme une invention personnelle, une création originale? Nous, les mériméistes de la première et de la dernière heure, car 2 générations se sont déjà succédé dans notre petite chapelle, nous n'avions pu qu'entrevoir la réponse à ces questions. Monsieur Jovanović, entré après nous dans la confrérie, les résout d'une façon complète et définitive. Les ballades qui composent la Guzla ne sont pas, bien entendu, l'œuvre du prétendu Hyacinthe Maglanovitch si complaisamment décrit par Mérimée dans l'édition de 1827. Non seulement ce personnage n'a jamais existé, mais il ne représente pas exactement le type de ces chanteurs populaires. Car ceux-ci ne sont pas de véritables auteurs. Ils se contentent de répéter en les modernisant des chansons transmises de siècle en siècle, à la façon des rhapsodes homériques. Une douzaine d'années avant la première publication de la Guzla, 3 volumes de chants populaires serbes avaient été publiés en Allemagne, sous les auspices de Jacob Grimm, par Vuk Stefanović Karadžić. Ces chants étaient absolument inconnus de Mérimée, mais ils étaient familiers à Goethe et à un grand nombre de ses contemporains, allemands ou anglais. Devons-nous donc, alors, penser que Mérimée était, comme il nous le laisse croire dans la préface de la seconde édition, l'inventeur de tous ces petits drames, auxquels se mêlent 1 ou 2 idylles? M. Jovanović nous retire cette illusion, en nous indiquant l'une après l'autre, toutes les sources auxquelles a puisé le grand écrivain. Celui-ci s'était contenté de nommer, comme son principal informateur, l'abbé Fortis, naturaliste italien, qui a visité l'Illyrie en 1771, et qui, dans le récit de son voyage, avait joint à ses copieuses observations scientifiques quelques données sommaires sur l'histoire des mœurs et sur la littérature populaire. Mérimée faisait encore négligemment allusion à certaines compilations de statistiques dont l'auteur était un employé du ministère des Affaires étrangères, qu'il ne prenait pas la peine de nommer. Avec ses maigres moyens, il avait deviné la poésie des Slaves de la région balkanique, et s'était plu à montrer combien il est aisé de fabriquer cette couleur locale, qui était le grand secret du romantisme. Si Mérimée avait fait cela, ce serait une véritable création ex nihilo. Mais il n'en est rien, et M. Jovanović nous révèle impitoyablement à quel fond Mérimée a emprunté le thème de chacune de ses ballades. Il est parti de ce principe que toutes les civilisations et toutes les races traversent, à un moment donné, la même phase mentale, où leur poésie populaire exprime, avec une naïveté parfois féroce, les mêmes passions violentes. Et s'inspirant de cette donnée, il a cherché ses primitifs aussi bien dans les chansons du bordé écossais, que dans de vieux contes chinois, dans les idylles de Théocrite, comme dans les pages de l'Ancien Testament. Quant à la couleur locale, dont il se moquait en 1842, mais qu'il cherchait très sérieusement en 1827, s'il la doit à quelqu'un, c'est assurément à Charles Nodier et à Fauriel, dont il ne prononce le nom ni dans la première ni dans la seconde de ses préfaces. Fauriel, en effet,
a recueilli et publié les chants populaires de la Grèce moderne qui confinent aux pays de nationalité serbe, et partage avec eux certains traits de mœurs, certains souvenirs historiques. Nodier a été le bibliothécaire des gouverneurs français de l'Illyrie, en 1813, et le rédacteur en chef de notre journal officiel, publié à Laïbar. Sur les informations, plus ou moins authentiques, qu'il avait ramassées là-bas, il a bâti Gainsbourg et Smara, sans parler d'une publication semi-érudite à laquelle le journal des débats avait ouvert ses colonnes. C'est là, probablement, que Mérimée a entrevu l'âme serbe, ou du moins, qu'il a trouvé les traits qui lui ont servi à particulariser, à dater, à localiser l'âme primitive qu'il voulait mettre en scène. Nous voilà maintenant édifiés, et vous penserez peut-être que M. Jovanović a joué un assez mauvais tour à Mérimée, en faisant justice de sa seconde thèse aussi bien que de la première. Mais je crois, au contraire, qu'il a rendu un service signalé à notre auteur en confrontant ses matériaux avec son œuvre, et que personne, avant lui, n'avait si bien mis en lumière l'incomparable talent avec lequel le grand artiste transformait une matière souvent bien pauvre. Lisez par exemple, ce froid apologue chinois d'où Voltaire a tiré une tragédie plus froide encore, et lisez ensuite l'Aubépine de Vélico, qui ouvre le volume de la Guzla. Quelle force concentrée! Quelle brièveté, effrayante! Quelle profonde émotion sort de ce récit sans pitié, et nous étreint à la gorge. C'est véritablement un chef-d'œuvre, et il y a bien d'autres chants dans la Guzla, dont on pourrait en dire autant. Je ne m'en étais jamais aperçu aussi bien, qu'après avoir lu le livre de M. Jovanović. J'ai vraiment devant moi maintenant celui qu'il définit, un grand poète sans imagination. Oui, voilà bien ce qu'a été Mérimée pendant la première et trop courte période de sa vie littéraire, avant les salons, avant l'Académie des inscriptions, avant la mondanité et l'archéologie, doué d'une vision sans égale, mais incapable de créer. Avant-propos. Dans les derniers jours du mois de juillet 1827 parut à Paris, chez F. G. Levrault, un volume de 257 pages in 12, intitulé La Guzla, ou choix de poésies illyriques recueillies dans la Dalmatie, la Bosnie, la Croatie et l'Herzégovine. Sorti des presses de F. G. Levrault, à Strasbourg, cet ouvrage contenait une préface de 6 pages, dans laquelle son auteur, anonyme, italien d'origine, français par son éducation, dalmate de naissance, expliquait ou plutôt justifiait cette publication. Quand je m'occupais à former le recueil dont on va lire aujourd'hui la traduction, disait-il, je m'imaginais être à peu près le seul Français, car je l'étais alors, qui put trouver quelque intérêt dans ces poèmes sans art, production d'un peuple sauvage. Aussi les publier était loin de ma pensée. Depuis, remarquant le goût qui se répand tous les jours pour les ouvrages étrangers, et surtout pour ceux qui, par leur forme même, s'éloignent des chefs-d'œuvre que nous sommes habitués à admirer, je songeais à mon recueil de chansons illyriques. J'en fis quelques traductions pour mes amis, et c'est d'après leur avis que je me hasarde à faire un choix dans ma collection, et à le soumettre au jugement du public. Dans la suite de sa préface, s'imaginant que les provinces illyriques, qui ont été longtemps sous le gouvernement français, sont assez bien connues pour qu'il soit inutile de faire précéder le recueil d'une description géographique, politique, etc., l'auteur, en quelques mots à peine, nous dit ce qu'est la Guzla, espèce de guitare qui n'a qu'une seule corde faite de crin, et nous parle des bardes slaves, joueurs de Guzla, qui parcourent les villes et les villages en chantant des romances, puis vient 2. Une notice sur Hyacinthe Maglanović, joueur de Guzla, le poète des ballades illyriques, dont on ne fait qu'offrir au public la traduction littérale. Le portrait lithographié de Maglanović, signé ABR, ornait le volume, enfin. 328 ballades, traduites en prose française, accompagnées de longues notes et 2 dissertations folkloriques. Cette collection de ballades eut peu de succès en France. On l'eut rapidement oubliée si elle n'avait eu pour auteur un jeune homme qui se révéla bientôt écrivain de grand talent,
si, enfin, on ne lui avait fait à l'étranger un accueil plus favorable. En effet, peu de mois après sa publication, cet ouvrage eut les honneurs d'une traduction en vers allemand. Goethe lui consacra une notice dans sa revue Art et Antiquité. Le vieux poète le loua fort, mais se donna le malin plaisir de dévoiler à cette occasion une petite supercherie littéraire. L'auteur des ballades n'était autre que le jeune et brillant écrivain qui, 2 ans auparavant, avait publié Le théâtre de Clara Gazul, œuvre d'une fictive comédienne espagnole. Le titre même du livre, La Guzla, était-il autre chose que l'anagramme de Gazul? Cette aimable découverte inutile, disait le démasqué, ne tarda pas à provoquer une certaine curiosité, sinon pour le livre mis en cause, du moins pour son spirituel et original auteur, que ses autres ouvrages commençaient déjà à rendre célèbre. Prosper Mérimée, qui avait 24 ans alors, était en effet le véritable auteur de ces ballades prétendues illyriques. Dans une lettre restée inconnue des mériméistes français, lettre adressée à Sobolevski, ami de Pouchkine, le 18 janvier 1835, et dans une préface écrite en 1840 pour la seconde édition de la Guzla, édition parue en 1842, il a raconté lui-même l'histoire de cette mystification littéraire. Vers l'an de grâce 1827, dit-il dans cette préface, j'étais romantique. Nous disions aux classiques, vos Grecs ne sont point des Grecs, vos Romains ne sont point des Romains, vous ne savez pas donner à vos compositions la couleur locale. Point de salut sans la couleur locale. Nous entendions par couleur locale ce qu'au XVIe siècle on appelait les mœurs, mais nous étions très fiers de notre mot, et nous pensions avoir imaginé le mot et la chose. En fait de poésie, nous n'admirions que les poésies étrangères et les plus anciennes. Les ballades de la frontière écossaise, les romances du Cid, nous paraissaient des chefs-d'œuvre incomparables, toujours à cause de la couleur locale. Je mourais d'envie d'aller l'observer là où elle existait encore, car elle ne se trouve pas en tout lieu. Hélas, pour voyager il ne me manquait qu'une chose, de l'argent, mais comme il n'en coûte rien pour faire des projets de voyage, j'en faisais beaucoup avec mes amis. Ce n'étaient pas les pays visités par tous les touristes que nous voulions voir. J'y vis. Ampère et moi, nous voulions nous écarter des routes suivies par les Anglais. Aussi, après avoir passé rapidement à Florence, Rome et Naples, nous devions nous embarquer à Venise pour Trieste, et de là, longer lentement la mer Adriatique jusqu'à Raguse. C'était bien le plan le plus original, le plus beau, le plus neuf, sauf la question d'argent. En avisant aux moyens de la résoudre, l'idée nous vint d'écrire d'avance notre voyage, de le vendre avantageusement, et d'employer nos bénéfices à reconnaître si nous nous étions trompés dans nos descriptions. Alors l'idée était neuve, mais malheureusement nous l'abandonnâmes. Dans ce projet qui nous amusa quelque temps, Ampère, qui sait toutes les langues de l'Europe, m'avait chargé, je ne sais pourquoi, moi ignorantissime, de recueillir les poésies originales des Illyriens. Pour me préparer, je lus le voyage en Dalmatie de l'abbé Fortis et une assez bonne statistique des anciennes provinces illyriennes, rédigée, je crois, par un chef de bureau du ministère des Affaires étrangères. J'appris 5 à 6 mots de slave, et j'écrivis en une quinzaine de jours le livre que voici. Mérimée, qui ne s'épargnait pas lui-même dans cette préface, raconta ensuite le succès immense de la Guzla. Il est vrai qu'il ne s'en vendit guère qu'une douzaine d'exemplaires, dit-il. Mais si les Français ne me lurent point, les étrangers et des juges compétents me rendirent bien justice. 2 mois après la publication de la Guzla, M. Boring, auteur d'une anthologie slave, m'écrivit pour me demander les vers originaux que j'avais si bien traduits. Puis M. Gerhardt, conseiller et docteur quelque part en Allemagne, m'envoya 2 gros volumes de poésie slave traduite en allemand, et la Guzla traduite aussi, et en vers, ce qui lui avait été facile, disait-il dans sa préface, car sous ma prose il avait découvert le maître des vers illyriques. Les Allemands découvrent bien des choses, on le sait,
et celui-là me demandait encore des ballades pour faire un 3e volume. Enfin, M. Pouchkine a traduit en russe quelques-unes de mes historiettes, et cela peut se comparer à Gil Blas, traduit en espagnol, et aux lettres d'une religieuse portugaise, traduite en portugais. Un si brillant succès ne me fit point tourner la tête. Fort du témoignage de M.M. Boring, Gerhardt et Pouchkine, je pouvais me vanter d'avoir fait de la couleur locale. Mais le procédé était si simple, si facile, que j'en vins à douter du mérite de la couleur locale elle-même, et que je pardonnais à Racine d'avoir polissé les sauvages héros de Sophocle et d'Euripide. Ce récit fut pendant longtemps l'unique source de renseignements sur le sujet, tant pour les biographes de Mérimée que pour les historiens de l'époque romantique. L'ironie de ce passage a éveillé une méfiance générale. Monsieur Augustin Filon, le distingué biographe de Mérimée, sachant bien que ce railleur impitoyable, qui nous a donné la Vénus d'Île et la Chambre bleue, avait trop de goût et trop d'esprit pour faire de pareilles confessions, Monsieur Filon, disons-nous, alla non sans raison, jusqu'à qualifier ces 2 pages de nouvelles mystifications greffées sur celles de 1827. Cependant, à l'exception de Page-V. Qui a publié, en 1855, ses matériaux pour servir à la biographie de Pouchkine, en tête de la grande édition du poète russe que Mérimée a dû posséder, et de M. Jean Skerlich, qui a donné, en 1901 et 1904, plusieurs articles sur la fortune de la poésie serbe en France, articles malheureusement écrits en serbe et pour des Serbes, personne n'entreprit de vérifier le récit de notre auteur. Une étude complète sur la guzla était encore à faire. Un tel travail ne serait pas sans intérêt, ni sans utilité pour qui veut mieux connaître le curieux épisode d'histoire romantique qu'est cette œuvre de jeunesse, du parfait écrivain, à qui les lettres françaises doivent la chronique de Charlix et Colomba. Mais nous tenons à le dire avant d'aborder la matière, ce n'est pas exclusivement aux critiques français que s'adresserait une monographie sur la guzla. Et tout d'abord, un choix de poésies illyriques, alors même que les origines en seraient douteuses, intéresse l'historien littéraire serbo-croate. La poésie populaire a joué un grand rôle dans la destinée de cette nation, dont elle constitue encore aujourd'hui le plus important monument littéraire. Aussi les érudits serbo-croates doivent-ils chercher à savoir quelle fut son influence à l'étranger. La guzla, d'autre part, appartient à un genre international par excellence. Son caractère dépasse les frontières du pays où elle a vu le jour et du pays qui l'a inspirée. Son histoire intéresse tous ceux qui s'occupent de l'influence de la ballade populaire sur la littérature en général, sur le romantisme européen en particulier. Enfin, à propos de ce recueil, Mérimée est entré en relation avec Goethe et Pouchkine. Connaître l'histoire de la guzla est donc chose importante pour les biographes et les commentateurs de ces 2 grands poètes. Il est nécessaire en effet, et nous le montrerons, d'apporter certaines rectifications aux travaux qu'on leur doit, encore que ces mêmes travaux aient fourni un sérieux appoint à notre étude. Pour ces raisons, nous avons voulu faire œuvre utile à la fois pour les mériméistes, pour les slavicisants, pour ceux qui se sont adonnés à l'étude du romantisme, pour ceux enfin qui font de Goethe leur poète favori. Il est vraiment difficile d'être parfait, alors qu'on s'adresse à des érudits qui ont des préoccupations si différentes, quand on s'expose à la fois à la critique française et aux critiques étrangères. Les méprises sont possibles en effet. De plus, on risque toujours, s'adressant à des publics si divers, d'être ici trop prolixe, ici trop incomplet. En ce qui concerne le premier de ces écueils, nous croyons que le meilleur moyen sinon d'éviter toute méprise, du moins, de les faire ressortir d'elles-mêmes, est de donner en note tout ce qui peut permettre de contrôler et de rectifier le travail. Quant au second, nous avouerons que pour notre part, nous préférons le superflu à l'insuffisant. Il est certain que le lecteur versé dans quelques-unes des questions que nous avons à traiter, poésie populaire dans la littérature européenne, Mérimée avant 1827, etc., trouvera dans notre livre
bien des choses qu'il jugera trop connues pour figurer dans un travail d'érudition. Mais pour parler sans fausse modestie, il n'est pas moins certain qu'elles lui apparaîtront sous un jour nouveau, dans l'ensemble qu'elles forment avec d'autres faits, jusqu'alors ignorés. Nous nous proposons, en ce qui concerne le plan de notre ouvrage, d'exposer l'histoire de la guzla dans l'ordre qui nous paraît le plus logique. 1. Retrouver les causes littéraires et autres qui ont contribué à la produire, les origines. 2. Étudier les procédés de composition dont l'auteur s'est servi, les sources. 3. Raconter l'histoire du livre une fois paru, sa fortune. Nous voulons vérifier, rectifier et compléter les faits connus, en apporter de nouveaux, les ordonner, les grouper, sans craindre de nous engager dans des digressions et des discussions lorsqu'elles nous paraîtront nécessaires, car notre matière est, après tout, de celles qui sont nettement circonscrites, on peut aisément l'épuiser. Fin du chapitre. Première partie. Origine de la guzla. From the fact that the Romantic movement in France was, more emphatically than in England and Germany, a breach with the native literary tradition, there result several interesting peculiarities. The first of these is that the new French school, instead of fighting the classicists with weapons drawn from the old arsenal of medieval France, went abroad for ally. H. Beers, Romanticism in the 6th Century, New York, 1902, page 190. La guzla, de Prosper Mérimée. La guzla est née de causes multiples. Parmi ces causes, les 3 suivantes nous paraissent les plus importantes, c'est 1. L'exotisme littéraire de 1827. Nous n'avons pas jugé nécessaire d'indiquer les origines, ni d'étudier les conséquences de la vogue extraordinaire dont ont joui, au début du mouvement romantique français, les littératures et peuples étrangers, mais nous croyons devoir en donner l'historique en ce qui concerne le peuple auquel nous nous intéressons plus particulièrement, les Serbo-Croates. Cet historique formera notre premier chapitre. 2. Le folklorisme littéraire du temps, en général, et le grand succès de la ballade populaire serbe, en particulier. Cette matière, beaucoup moins explorée que la première, parce que, pour parler franchement, elle est beaucoup moins importante, afin de nous faire mieux comprendre, mérite d'être exposée plus en détail. Ce sera l'objet de notre second chapitre. 3. L'élément personnel, savoir ces 2 traits du caractère de Mérimée. A. L'intérêt qu'il portait au peuple primitif et à la ballade populaire. B. Son goût pour la mystification. Une interprétation des données biographiques sera tentée, dans ce sens, dans le 3e chapitre de cette première partie. Fin du chapitre. Chapitre 1er. Les Illyriens dans la littérature française, avant la guzla. 1. Le mot « illyrien ». Les relations serbo-françaises au Moyen-Âge. 2. Du XV au XVIe siècle. 3. Les voyages de Fortis. 4. La comtesse de Rosenberg-Orsini. 5. Madame de Staël et la poésie Morlac. 6. L'Illyrie napoléonienne. 7. Charles Nodier, en Illyrie. 8. Jean Bogart. 9. Smara. 1. Les relations serbo-françaises au Moyen-Âge. Les 9,5 millions de Serbo-Croates orthodoxes et catholiques, qui habitent la plus grande partie de la péninsule des Balkans et le sud-ouest de la monarchie austro-hongroise, n'ont pas toujours été connus sous leur véritable nom, dans l'Europe occidentale. Par ignorance ou avec intention, on les désigne quelquefois encore, le plus souvent pour des raisons politiques, par une foule de noms qui tous ont le tort de faire supposer à un étranger, non pas l'existence de cette unité ethnique qu'est la race serbo-croate, mais la coexistence de nombreuses peuplades de lointaines et vagues parentés. Ces noms furent empruntés soit à la géographie ancienne, non slave, comme ceux de Tribal, Illyrien, etc., soit à la géographie provinciale moderne, d'origine slave ou étrangère,
comme ceux de Dalmates, Morlaques, Bosniaques, Rassaïens, Monténégrins, Esclavons, etc. Ou bien, ils furent confondus avec les noms des peuples voisins, bulgares, valaques et même grecs. Du reste, il ne pouvait en être autrement, étant donné, d'abord, l'ignorance de cette époque à l'égard des pays slaves. Ensuite, la nouveauté relative de la classification scientifique des langues et des nationalités. Il n'existe donc pas de nationalité illyrienne ou illyrique. C'est le peuple serbo-croate que masque ce nom. On verra du reste, dans le cours de ce livre, que les écrivains français de 1825, et Mérimée lui-même, s'en étaient rendus compte. Ce peuple serbo-croate n'était pas inconnu dans la littérature française du Moyen Âge. Les croisades l'avaient mis en relation avec l'Occident. La péninsule des Balkans fut traversée par Godefroy de Bouillon, Frédéric Barberousse, Richard Cœur de Lion. Les chroniques du temps relatent en effet, en vers et en prose, les pérégrinations des croisés dans les contrées chrétiennes, comprises entre la Hongrie et l'Empire byzantin, la mer Adriatique et la mer Noire. Contentons-nous d'indiquer, parmi les documents parvenus jusqu'à nous, la conquête de Constantinople de Villehardouin et la chronique de Guillaume de Tyr, cette mine si riche où puisèrent les compilateurs et les versificateurs d'itinéraires de la Terre Sainte. Le chemin de Jérusalem, si fréquenté pendant tout le Moyen Âge, quand il ne passait pas par la mer Méditerranée et l'île de Malte, passait par Venise et Raguse, ou bien par la vallée du Danube et de la Morava, pour gagner ensuite Constantinople et l'Asie mineure. Les guides du temps s'occupèrent de toutes ces routes, et l'on retrouve dans ces vieux Baedekers dont MM. Charles Schaeffer et Henri Cordier nous ont donné une collection d'éditions critiques, nombre de pages relatives aux serbo-croates. Durant cette même époque, les littératures européennes, la littérature française en particulier, ne restèrent pas inconnues aux serbo-croates. Tandis que les Slaves catholiques, par la force même des choses, recevaient directement la civilisation occidentale, les orthodoxes, christianisés et introduits dans l'histoire par Byzance, virent un jour l'Empire latin se fonder à Constantinople et l'influence française pénétrer profondément dans l'Orient. C'est alors que, grâce aux Grecs, de nombreuses légendes d'origine étrangère entrèrent dans la littérature savante et dans la littérature traditionnelle, non seulement des Serbes et des Bulgares, mais aussi des Russes et des Roumains. Un des plus beaux monuments de l'art médiéval serbe, l'Évangéliaire de Miroslav, doit ses charmantes enluminures à une inspiration française. Cette ardeur cosmopolite des Slaves balkaniques alla jusqu'à se manifester par une version serbe de Tristan, aujourd'hui malheureusement perdue. On fit même, en Bosnie, une version populaire de Mestre Patelin. Et avant qu'une invasion turque vînt jeter pour longtemps, dans une barbarie pitoyable, toute cette jeune race qui semblait vouloir prendre la place occupée par ces civilisateurs grecs, ces Serbes eurent l'occasion d'entrer en relation directe avec la France. Au XIe siècle, une princesse royale française, dont l'identité n'est pas bien établie, devint reine de Serbie, Hélène, femme d'Étienne aux Roches Ier, pendant qu'une famille provençale, les Beaux, Balzaé, qui seront chantés 5 siècles plus tard par leur grand compatriote Frédéric Mistral, fondait une dynastie au Monténégro. À cette occasion, paraît-il, d'après les récentes recherches de M. Pavle Popović, un roman français, La Mannequine, de P.H. de Beaumanoir, arriva aux Slaves méridionaux, directement, sans l'intermédiaire de Byzance. 2. Du XV au XVIe siècle. L'exotisme littéraire n'est pas une des inventions romantiques. Le XVIe siècle avait déjà des Gustave Vassa, des Mémoires du Sérail et des anecdotes de la cour ottomane, et maint autre roman dont le sujet avait été emprunté à l'histoire plus ou moins authentique de l'Angleterre, de la Suède, de la Turquie, de la Perse, mais surtout à celle de ces 2 derniers pays. Les Slaves ne figurent pas dans cette littérature cosmopolite, et, à l'exception du tsar Démétrius, Histoire moscovite de M. de la Rochelle, 1716, rien ne fut tenté pour les y introduire, à ce que nous sachions antérieurement à ce roman russe que Bernardin de Saint-Pierre se proposait d'écrire,
et qu'il n'écrivit jamais. Tandis que dans la littérature anglaise, Shakespeare avait placé sa 12e nuit en Illyrie, une très fictive Illyrie, cela va sans dire. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.